Dans l'ascenseur, ça sentait le plastique fondu et la poussière chaude. La lampe a clignoté une fois et s'est éteinte, juste au moment où j'ai inspiré. Et la caméra, au-dessus de la porte, a brièvement clignoté en rouge dans l'obscurité, comme si quelqu'un avait vérifié l'enregistrement sans lumière. Lorsque la lampe s'est rallumée, une clé plate inconnue, froide comme une pièce de monnaie après la neige, gisait sur le tapis près des boîtes aux lettres. Il a salué les auditeurs d'une voix calme, leur a dit qu'il était heureux que chacun d'entre eux écoute l'histoire à ce moment-là, leur a demandé d'écrire dans les commentaires d'où ils écoutaient, sans donner de détails, et leur a souhaité une écoute calme et attentive, sans bruit parasite derrière le mur. Elle est rentrée tard et a jeté son trousseau de clés dans un bol dans l'entrée. Elle travaillait à domicile, corrigeait des textes et des emplois du temps, prenait des petits boulots le soir, car elle avait peur de ne pas pouvoir payer son loyer. Le contrat expirait à l'automne, et elle n'avait pas de réserve. Sa mère, qui vivait en banlieue, s'obstinait à dire qu'elle s'en sortirait, mais les médicaments engloutissaient sa pension, et sa fille lui envoyait peu à peu ce qu'elle pouvait. Pour cela, elle économisait sur les taxis, s'accrochait au bus, organisait son temps de manière plus stricte que d'habitude. La soirée se déroulait comme d'habitude. Veste mouillée sur un crochet, tasse sur un dessous de tasse rond, téléphone placé en diagonale pour qu'il ne glisse pas. L'écran s'est allumé tout seul et a fait défiler le fil d'actualité d'un bloc vers le bas, sans qu'elle le touche. Les titres la regardaient d'un air sec, comme des fiches d'archives. On annonçait que une habitante avait raté son bus et avait réussi à prendre le suivant au feu, que le chauffeur du dernier bus n'avait pas ouvert la porte arrière et que un inconnu avait fixé du regard la fenêtre du 4e étage. Sa main tendite pour tout fermer d'un mouvement du doigt. Elle attribua cela à une publicité agressive. Mais un nouveau bloc apparut sans rechargement et disait sans fioriture que elle lirait cette phrase à 19h12. Sur l'horloge de la cuisine, les aiguilles avançaient comme d'habitude, avec 1 minute de retard. Le téléphone indiquait l'heure exacte, et la phrase coïncidait presque parfaitement avec celle-ci. Le titre vacilla et fut remplacé par la phrase « Elle est toujours là ». Elle posa le téléphone, écran vers le bas. L'écran s'illumina à travers sa paume et ajouta une ligne supplémentaire. Il était écrit « Mais plus seul ». La peur vint par petites piqûres, comme l'air froid qui s'engouffrait par une fenêtre mal fermée. Elle retira sa main et fit ce qu'elle faisait toujours avec les textes d'autrui. Elle vérifia les champs. Elle sortit de sa poche un ticket de bus en papier. La caisse avait imprimé l'heure sur le ticket, et cette heure correspondait à peu près à celle de sa course. Elle ouvrit le journal de l'interphone grâce au lien du concierge. Il y avait une ligne vide, appel interne, à 1 heure tardive. Dans l'annexe des factures de service public, au bas du reçu, elle remarqua le nom de l'employé qui avait approuvé le remplacement du système d'interphone l'hiver dernier. Ce nom correspondait au nom de jeune fille de sa mère.
Sa mère avait autrefois travaillé dans une petite rédaction, découpant des résumés austères dans les journaux et apprenant à ne pas surcharger les titres d'émotion. Le style du journal utilisait le même langage neutre et dénué d'émotion. Le lien caché ne se révéla pas dans un murmure, mais dans des lettres imprimées sur du papier. Elle posa un bloc-notes à côté et nota ses premières observations afin de ne pas se noyer dans les conjectures. Premièrement, la caméra dôme près de l'ascenseur clignote précisément lorsque la lumière s'éteint. Deuxièmement, une clé plate inconnue apparaît puis disparaît sur le tapis près des casiers, mais elle ne correspond pas à sa serrure. Troisièmement, le vide-ordure semble brûler le jeudi, bien qu'il soit fermé, et c'est souvent ces nuits-là qu'apparaissent les lignes vides, appels internes. Quatrièmement, le téléphone se réveille parfois tout seul, comme s'il captait non pas un son, mais une impulsion réseau. Cinquièmement, le ruban présente sa journée sans adjectif, comme un vieux manuel de typographie. Elle a tout noté brièvement, ligne par ligne, sans conclusion. Pour reprendre le contrôle, elle a désactivé les fenêtres contextuelles de son téléphone, a collé un point en papier sur la caméra et a déplacé l'appareil au bord de la table afin de se souvenir de sa position à vue d'œil. Elle a noté l'heure dans son carnet et a mis une petite croix dans le coin de la feuille, au cas où sa main se tendrait d'elle-même. Puis elle a remis le téléphone écran vers le bas et est allée prendre sa douche. En revenant, elle a remarqué que l'écran s'était à nouveau éteint tout seul et que le téléphone avait légèrement bougé, exactement de l'épaisseur de l'autocollant. Ce n'était pas un miracle, mais une précision agaçante dans les détails. Elle a ouvert sa messagerie pour écrire au service d'assistance de l'application. Elle a formulé son message sans émotion. Elle a décrit que le fil d'actualité affichait des blocs qui coïncidaient avec ses actions dans le temps. Elle a joint une capture d'écran avec une phrase sur l'heure tardive. Elle a demandé s'il était possible de désactiver les formats expérimentaux. Elle a rapidement reçu une réponse polie et standardisée, dans laquelle on lui promettait de transmettre acquis de droit, et on lui conseillait de vider le cache et de redémarrer l'appareil. Le modèle ne l'aidait pas, mais il montrait qu'il y avait à l'autre bout une personne réelle avec un règlement à respecter. C'était plus important que la reconnaissance des miracles. Elle enfila sa veste et sortit sur le palier. Le tapis était bien à sa place. La clé étrangère avait disparu. Dans l'ascenseur, la lampe fonctionnait sans à-coups. Elle descendit et passa voir le concierge. Celui-ci n'aimait pas les conversations futiles, mais respectait les chiffres. Elle lui demanda discrètement de lui fournir la liste des appels internes de la nuit précédente. Il lui a expliqué que cela pouvait arriver à cause des boutons qui collaient, lui a promis de lui donner une copie papier et a ajouté que dans leur immeuble, le bloc était parfois déconnecté du réseau pendant quelques heures pendant la nuit. Elle a immédiatement noté cela dans son carnet. Demander une déconnexion ponctuelle au milieu de la nuit. Sur le chemin du retour, elle passa devant la bibliothèque où elle travaillait parfois à temps partiel.
Comme d'habitude, un coursier maigre avec une bandoulière à l'épaule se tenait près du porche. Il tenait une boîte contenant des dossiers et avait l'air d'un homme dont on ne se souvient pas du visage. Calme, rapide, fatigué. Il a dit qu'ils avaient des règles strictes en matière de radiation et que les catalogues étaient souvent réécrits pendant la nuit. Elle a hoché la tête et a noté pour elle-même, non pas la phrase, mais l'intonation. La nuit d'un étranger n'est pas toujours mystique. Souvent, c'est une question de règlement. Cet homme discret allait plus tard faire avancer son histoire dans la bonne direction. À la maison, elle a sorti l'album avec les coupures de presse de sa grand-mère. Sur la page, avec les méthodes stylistiques, elle a vu des formules familières. Titre court, événement au présent, sans émotion. À côté se trouvait un cahier avec ses notes du jour. Le style du journal était comme cousu avec ces morceaux de papier. Un cheminement lui vint à l'esprit. Autrefois, un service éducatif avait été lancé dans le quartier qui apprenait à partir d'événements quotidiens et de journaux internes des services, transformant tout en messages secs. Si le code n'avait pas été désactivé, il pouvait s'accrocher aux noms, adresses et habitudes. Elle ne savait pas encore comment le prouver, mais elle voyait déjà qu'il fallait chercher dans les papiers. Le téléphone vibra et s'alluma, bien qu'il fût posé écran vers le bas. Un nouveau bloc apparut en haut de l'écran, sans demander la permission. Il était écrit que la résidente pose sa tasse sur le socle et regarde l'écran. Elle évita délibérément de toucher la tasse. Le bloc s'est figé, puis a disparu. Sa colère s'est apaisée et s'est transformée en travail froid. Elle a sorti de la boîte de petits autocollants ronds, comme ceux que l'on colle sur les classeurs, et en a collé un sur le bord du téléphone. Dans son carnet, elle a noté « L'autocollant tient. Le décalage correspond exactement à un autocollant. » Elle avait besoin de quelques jours de fait pour parler à ceux qui ont accès aux lignes de service. La nuit promettait de répéter le tour de passe-passe. Elle mit le téléphone en mode avion à l'avance et le laissa sur la table sous la lampe. La lampe était chaude, la table sèche, et sur la table, il y avait une feuille de papier avec 3 mots. Ne pas regarder tout de suite. Elle se coucha. Elle se réveilla à la lumière à peine perceptible. L'écran transperçait le papier. Elle ne retourna pas l'appareil, se contentant de noter l'heure sur l'horloge murale. Elle traça une longue ligne dans son carnet, comme on le fait en correction lorsqu'on reporte une ligne, et ne retourna le téléphone qu'ensuite. Le ruban indiquait sobrement « La lumière s'est éteinte dans la maison et s'est rallumée. » Puis, la lectrice a fermé les yeux et les a rouverts 1 minute plus tard. C'était aussi désagréable que lorsque quelqu'un lit votre brouillon sans vous demander la permission. Mais c'était compréhensible. Quelque part, un événement avait été publié dans un magazine et la clé d'archivage avait obligé le ruban à le lui glisser. Le matin apporta un nouveau petit détail. Dans la boîte aux lettres se trouvait un avis de la gérante concernant l'inspection prévue des appartements. Tout en bas, en petits caractères, figurait le nom du technicien qui avait établi le calendrier. Il correspondait au nom figurant sur la facture d'hiver et au nom de jeune fille de sa mère. Ce n'était pas un signe, mais un nœud.
Elle a photographié l'avis et se l'est envoyé par email afin de le montrer plus tard avec la réponse du service d'assistance. Ce n'était plus une histoire de peur, mais de discipline. Dans l'après-midi, elle a reçu une deuxième réponse du service d'assistance technique. Un employé au double nom y indiquait qu'elle disposait d'un canal expérimental actif, qu'elle pouvait désactiver manuellement en se rendant au bureau, et qu'ils étaient prêts à lui fournir les fichiers au format professionnel. Il a ajouté que si elle le souhaitait, elle pouvait rédiger une demande de suppression de la clé d'archivage. Cette gentillesse sans fioritures semblait être une aide réelle. Ils ne promettent pas de miracles, mais des actions concrètes. Il s'est avéré être ce bienfaiteur inattendu dont la ressource est l'accès à un élément invisible du menu. Elle a noté dans son carnet « Allez, supprimez le lien, récupérez le téléchargement ». Le soir, le ruban s'est à nouveau mis à clignoter. En gros caractères, il était écrit « Elle le lira à 23h41 ». Les aiguilles de l'horloge murale avançaient lentement. Elle n'a pas cherché à saisir la coïncidence. Elle a posé le téléphone dans le tiroir et l'a fermé. 1 minute plus tard, le tiroir a légèrement tremblé, aussi subtilement que le passage d'un ascenseur. Elle pensa à la caméra de surveillance et au fait que les appels internes de l'interphone apparaissaient toujours dans le même couloir, tard dans la soirée. Le ruban ne inventait rien. Il reliait. Elle fit à nouveau ce qu'elle savait faire. Elle établit des comparaisons. Dans le journal des événements de l'ascenseur, auquel le concierge donnait accès sur une clé USB, il y avait 2 courts arrêts à leur étage au moment où le téléphone écrivait « Regard par la fenêtre ». Un exercice sans romantisme, mais avec de la logique. Pour aiguiser les angles à sa manière, elle a pris une autre décision. Sur le palier, sous la caméra de l'ascenseur, se trouvaient des enveloppes à signer appartenant à d'autres personnes que quelqu'un distribuait la nuit. Le soir, une enveloppe identique, sans adresse de retour, avec son nom de famille, était posée devant sa porte. C'était l'objet idéal pour semer la panique et pour un ruban étranger. Elle ne l'a pas ouvert. Elle l'a posé sur la table, l'a recouvert d'un magazine, a noté l'heure et a ajouté une note. À ouvrir uniquement après avoir parlé à quelqu'un. La peur s'appuyait sur le papier et perdait face au papier. Le thriller quotidien n'avait pas de scène si la scène n'était pas ouverte. Tard dans la soirée, alors que la lampe au-dessus de la table projetait une chaude flaque de lumière, le téléphone afficha à nouveau 2 messages. Le premier indiquait sèchement que la fille pose le paquet sur la table. Le second, en gris, disait « Mais elle n'est plus seule ». Elle ne se rendit pas à la Judas, ne se mit pas à guetter chaque ombre. Elle est restée immobile, a compté jusqu'à 10, a entendu l'ascenseur descendre, et seulement alors s'est levée. Il n'y avait personne sur le palier. En bas, la poubelle faisait du bruit, la porte de la remise du concierge claquait. L'escalier humain bruissait des activités humaines. Elle s'est couchée et s'est endormie,
en pensant qu'il ne fallait pas demander la fin de cette histoire à la vitre. La fin se trouve dans les dossiers, dans les signatures, chez ceux qui peuvent écrire une courte ligne de service et fermer le nœud nocturne. Le matin, elle la donnera au concierge. Elle lui demandera de désactiver le journal interne pendant 2 heures au milieu de la nuit. Dans l'après-midi, elle passera au bureau d'assistance pour retirer la clé d'archive. Le soir, elle ira à la bibliothèque voir la laborantine qui sait où sont conservés les manuels au titre austère. Là, parmi les brochures, elle trouvera peut-être une trace pâle de l'ancien service où l'on apprenait à écrire. Elle est toujours là. En attendant, la tasse est posée sur la tasse, le téléphone sous le poing en papier, le tapis est bien à plat. La maison respire comme une maison, et sa peur est rangée dans un dossier fin et signé du mot habituel, observation. Et de cette simplicité naîtra autre chose. Pas un miracle, mais le travail de personnes qui ont les clés, les règlements et la patience. Elle s'est réveillée un peu avant le réveil et a senti que la maison était plus silencieuse que d'habitude. L'ascenseur ne soupirait pas entre les étages. La grille d'aération ne sifflait pas. Sur la table, sous la lampe, se trouvait un dossier, un bloc-notes, une enveloppe avec des clichés, un téléphone sous un point en papier. Elle but de l'eau, posa la tasse exactement dans le cercle, nota dans son cahier 3 courtes lignes sur le clignotement nocturne, le bruit de la buanderie et l'absence de clés étrangères dans les boîtes. Puis, elle mit dans son sac des copies de l'avis de la direction, une brochure décolorée avec des instructions, des lettres imprimées du service d'assistance et sa liste d'observation. Elle laissa l'enveloppe avec les clichés sur la table, recouverte d'une serviette propre. Elle attendrait jusqu'au soir. D'abord, l'escalier. Le concierge lui a donné une copie papier des appels internes des 3 dernières nuits. Les lignes comportaient des intervalles qu'elle avait déjà vus dans son fil d'actualité. Il a dit qu'il pouvait désactiver le nœud manuellement pendant 2 heures au milieu de la nuit, mais qu'il fallait une autorisation de la hiérarchie. Elle l'a remercié et lui a laissé une note interne avec 2 propositions. Elle a demandé un régime temporaire pour les 2 nuits suivantes et a indiqué que pendant cette période, elle apporterait les preuves au bureau d'assistance, où l'on était prêt à supprimer la clé d'archive. Il a acquiescé sans un mot et a rangé la note dans un dossier à la couverture grise. Ce geste discret était plus utile qu'une promesse bruyante. Puis, le bureau. Le hall sentait la poussière de papier et le thé. L'employé sortit rapidement de la salle, montra que son appareil était bien connecté à la chaîne éducative et proposa de la supprimer avec son accord. Il travaillait avec une précision minutieuse. Il ouvrait les fenêtres de service, montrait les champs, expliquait quel canal récupérait les événements de la caméra de l'ascenseur, quel canal ceux de l'interphone et quel canal ceux des anciens messages.
Il a dit qu'il pouvait télécharger l'historique dans un fichier afin qu'elle en ait une copie et envoyer une note de service aux archives où figure la clé avec le nom de famille de sa mère. Il a également fait remarquer que dans de tels cas, il valait mieux demander à la gérante de fermer le journal de nuit. Sinon, le système continuerait à remplir des lignes vides. Elle a signé un court formulaire de consentement à la désactivation. Et il a, sans faire de manière, supprimé le lien, interdit la connexion automatique, téléchargé l'archive dans sa boîte mail et imprimé une page avec la liste des chaînes. C'était un bienfaiteur inattendu dans son rôle professionnel. Accès, précision, aucune mystique. Pendant qu'il imprimait, son téléphone, posé écran vers le bas, a vibré. Elle l'a retourné et a vu un fil d'actualité vide, sans aucune publication personnelle. En haut, un message « Système poli » indiquait un changement de paramètre. En dessous, les actualités habituelles de la ville, avec des titres irréguliers, où les adjectifs et les petites erreurs de ponctuation étaient de retour. Le silence dans le verre noir avait cessé d'être un œil. L'employé, en rendant les papiers, dit qu'il enverrait encore une note de service à ses collègues pour qu'ils nettoient les archives des liens homonymes. Il le dit d'un ton neutre, comme un conducteur qui ferme les portes d'un wagon à l'heure prévue. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Sur le chemin du retour, elle passa à la bibliothèque. La laborantine, après avoir soigneusement gratté le bord du formulaire avec un crayon, lui dit qu'elle avait trouvé une autre feuille dans les archives. Celle-ci décrivait le pilote des notes d'apprentissage et mentionnait explicitement le lien avec les interphones, les images vidéo des ascenseurs et les capteurs météorologiques. En bas figurait la signature du maître avec le nom qu'elle avait déjà vu sur le reçu et une petite note indiquant à utiliser uniquement à des fins pédagogiques. La laborantine ajouta que dans leur fond, ce pilote était depuis longtemps marqué comme fermé, mais que s'il restait des copies actives quelque part dans la ville, cela signifiait que quelqu'un ne les avait pas désactivés au niveau des systèmes. Elle proposa de faire une copie de la feuille pour la direction, afin qu'on ne dise pas que ces gens étaient venus avec des fantasmes. C'était un talent caché que beaucoup ne savent pas apprécier. La capacité de trouver le dossier nécessaire en 1 minute et de repérer non pas un article retentissant, mais une petite note dans la marge. À la maison, elle retrouva son calme habituel. Le tapis était collé à la plinthe, la caméra dôme était silencieuse. Sur la table, sous une serviette, se trouvait une enveloppe contenant des clichés. Elle mit son téléphone en mode avion et décida d'ouvrir l'enveloppe maintenant qu'elle avait les papiers en main. À l'intérieur se trouvaient de fines bandes avec des rubriques, une feuille avec des marges grises, insertion sur la lectrice, une photocopie d'un formulaire pour le typographe avec des recommandations pour retenir l'attention et, tout au fond, un petit mot écrit par une autre main. Il était écrit à l'encre cylindrique qu'en cas de plainte, il fallait supprimer le test, rendre le papier. Cette phrase s'est avérée être le pont entre le mythe et la réalité. La peur n'a pas complètement disparu,
mais elle a cessé de me dominer. Elle a disposé le tout sur la table en 3 piles. Les papiers pour la directrice, les copies pour la bibliothèque, les impressions pour le soutien. Elle a classé ses observations avec les dates et les heures dans un dossier séparé. Le soir, elle apporta le dossier au directeur. Celui-ci le lut rapidement, nota au crayon « Adresse scolaire uniquement », dit qu'il donnerait l'ordre de fermer le registre interne pendant 2 heures au cœur de la nuit, tous les jours, pendant 1 mois, et appela le concierge en sa présence. Le concierge, qui parle généralement peu, a confirmé qu'il le ferait. Une ligne concernant le verrouillage nocturne est apparue dans le protocole. C'était l'une de ces décisions sèches qui changent le rythme de la maison mieux que n'importe quel rituel. Elle est revenue, a mis la bouilloire en marche et, pour la première fois depuis plusieurs jours, a laissé le téléphone sans papier. Le journal ne braquait pas ses projecteurs sur elle. En haut, on trouvait les potins habituels de la ville. Au milieu, une note mentionnait le recrutement de bénévoles pour trier de vieux classeurs. Elle sourit et ajouta à sa liste de choses à faire une soirée à la bibliothèque. Tout semblait simple, jusqu'à ce que, tard dans la soirée, survienne l'un de ces petits incidents étranges qui ne veulent pas disparaître. Dans l'ascenseur, la lampe s'éteignit brièvement et, quelque part dans le couloir, une lourde porte claqua. Le téléphone, bien que dépourvu d'insert personnel, s'est animé pendant 1 seconde et a affiché une notification provenant de l'application Interphone. Il était indiqué que l'appel interne était bloqué. Cette phrase laconique lui a réchauffé le cœur plus que n'importe quel poème. La nuit, elle se réveilla et n'entendit pas le vide, mais sa maison habituelle. La ventilation fonctionnait régulièrement, l'ascenseur ne faisait pas de bruit, la buanderie ne cliquetait pas. Le matin, le même coursier était assis devant la porte, fatigué, attentif, une boîte sur les genoux. Il montra les autocollants portant la mention « Retour » où se cachait dans un coin un fragment de ce fameux nom de famille. Il dit qu'on l'avait appelé pendant la nuit depuis une ligne interne et qu'on lui avait demandé de laisser les colis contre signature dans le couloir, mais qu'il refusait désormais tant que la gérante n'aurait pas confirmé le client. Il n'y avait pas d'héroïsme dans sa voix, seulement de la franchise. D'un seul geste, il avait coupé court au cliché étranger qui arrivait à sa porte. Ce héros méconnu, que personne n'appelle par son nom chez lui, avait posé un simple verrou. Tout est ensuite devenu semblable à un nettoyage minutieux. La gérante a envoyé une lettre confirmant le blocage quotidien des événements internes pendant la nuit. Le service d'assistance lui a envoyé un fichier avec le déchargement des canaux et la mention que la clé d'archivage avait été supprimée et que les liens homonymes avaient été supprimés. La Laborantine a pris les impressions pour les classer dans le dossier « Note de formation pilote » et a ajouté dans la marge « Terminé ». Date, signature, brève annotation. Le concierge a affiché un avis discret à l'entrée.
les colis contre signature ne sont pas acceptés la nuit. Les enregistrements des ascenseurs ne sont pas utilisés dans des services tiers. Et pour toute question, veuillez vous adresser pendant les heures d'ouverture. Les lignes sèches ont pris leur place et la peur s'est écoulée vers le bord, comme l'eau d'un verre plein. Il restait à voir ce que le ruban savait faire. Placer habilement des mots là où l'on souhaite du silence. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à fermer le dossier et à aller se coucher, le ruban afficha un bloc avec une phrase laconique. Il était écrit qu'elle le lirait à minuit moins 10. Puis, un petit encart gris pâle. Elle est toujours là. Et presque immédiatement après. Mais elle n'est plus seule. Cette formule n'était plus prise en charge par le système, mais par inertie, elle s'accrochait encore. À présent, elle entendait autre chose dans ces mots. Ce n'était pas le souffle d'un étranger dans l'entrée, mais les noms des personnes qui avaient fermé les anciennes chaînes, l'employé avec accès, la laborantine avec les brochures, le concierge avec les imprimés, le gérant avec l'ordre, le coursier avec son dos raide, la mère avec son cahier d'échantillons. Elle n'était vraiment pas seule, mais dans le bon sens du terme. Pour mettre un point final à sa petite enquête, elle revint à l'enveloppe contenant les clichés. Elle en sortit un rectangle étroit et le porta à la lumière. Au verso, il y avait une grille à cases et en bas, une ligne usée, insérée à propos de la lectrice en l'absence d'événements. Au crayon, une main étrangère avait écrit en gros, il y a de nombreuses années, à supprimer si tout est réglé. Elle remit le cliché à sa place, sortit de l'enveloppe un petit bout de papier avec la même phrase et le cacha dans son carnet. Non pas comme un trophée, mais comme un rappel. Dans les maisons, ce ne sont pas ceux qui font le plus peur qui gagnent, mais ceux qui savent être entourés à supprimer au stylo rouge. Elle ralluma la lampe et laissa la maison se calmer. Son cahier était posé sur la table, avec sur la première page une liste de 5 petites choses. Caméra, clé, fumer le jeudi, appel interne, écran s'allumant tout seul. À côté, de nouvelles lignes, blocage nocturne du journal, clé d'archive désactivée, refus du coursier d'accepter les colis vides, contre-signature, brochure envoyée, au fond. Ces lignes sont plus épaisses que n'importe quelle poésie. Elle a tourné la page et a noté son programme pour le lendemain. Apporté à sa mère la brochure avec des exemples de titres. Demandé à la laborantine d'accepter l'album de coupure de presse de sa grand-mère dans le fond. Passer voir le concierge et lui laisser une tablette de chocolat. Aller voir le directeur et récupérer une copie de l'ordre pour elle-même. Des tâches simples pour des gens simples. La nuit, la lampe de l'ascenseur ne clignotait pas. L'écran était calme. L'interphone était silencieux. Elle s'endormit avec une nouvelle habitude. Avant de fermer les yeux, elle ne regardait pas le verre noir, mais les objets, la tasse sous la tasse, le dossier au bord de la table, le petit bout de papier qui ne servait plus, mais qui était toujours là. Le matin,
Elle avait envie d'ouvrir le fil d'actualité et d'y voir ce qui manque toujours dans ce genre d'histoire. Une journée ordinaire où personne n'a besoin d'être un héros. Et quand elle l'a finalement ouvert, elle a vu, sous les actualités de la ville, une ligne sans mise en évidence qui disait que le quartier recherchait des bénévoles pour numériser de vieux magazines. C'était la meilleure insertion possible. Pas à propos d'elle, mais à propos de l'affaire. Dans l'après-midi, elle est passée voir sa mère. Celle-ci a sorti un mince cahier d'exercices de style où l'on donnait des titres courts et sans émotion. Au dos des premières pages figuraient des annotations soviétiques et sur la dernière page était soigneusement inscrit le nom du maître dont la signature apparaissait sur les reçus et les plans. Sa mère lui a dit qu'à une époque, il apposait des cachets à tout le monde, car il était le seul à avoir une écriture soignée dans le quartier. Dans leur quartier, beaucoup le considéraient presque comme un parent, même s'il n'était pas lié par le sang. C'était un vieux lien, pas magique, mais professionnel. Quelqu'un avait un jour signé trop de documents et l'une des signatures avait fini par arriver jusqu'à son téléphone. Le soir, elle est revenue et a posé la tasse sur la table, exactement comme le premier jour. Le ruban ne murmurait pas ses mouvements. Sur la porte d'entrée était affiché un avis de maintenance nocturne, avec en bas une note manuscrite du concierge indiquant « Journal interne, fermé ». Le coursier dans l'escalier transportait une lourde boîte et ne regardait pas les caméras. La soirée bourdonnait d'activités animées. Elle pensa que la troisième partie de son histoire ne porterait pas sur l'écran, mais sur les gens. Comment ils protègent leur maison des regards étrangers? Comment ils ferment les vieux nœuds? Comment des solutions simples mènent à cette fin paisible où personne ne sauve personne par miracle, mais où chacun apporte sa petite contribution? Elle éteignit la lumière et se couvrit d'un plaid. Et dans le silence, elle entendit une maison ordinaire, ni étrangère, ni vide, ni résonnante. Une maison avec un journal corrigé, une chaîne coupée, des brochures soigneusement sélectionnées, des mains simples sur lesquelles repose la justice. Elle pensa que si demain le ruban essayait à nouveau de l'appeler vers le verre noir avec une vieille phrase, elle lui répondrait avec des objets. Elle montrerait l'emploi du temps, elle montrerait le papier, elle montrerait les gens, et le ruban, comme tout système, retournerait là où est sa place depuis longtemps, dans les archives. Elle passa la journée à suivre une simple liste et ne laissa pas l'écran se comporter comme un maître. Le matin, elle apporta l'album de coupures de presse de sa grand-mère à la bibliothèque. La laborantine le prit soigneusement, dit que le dossier serait ajouté, au fond, le jour même, et lui proposa de jeter un œil dans l'armoire du fond marqué « Envoi pédagogique ». Dans l'armoire se trouvaient des enveloppes contenant de fines brochures et des fiches en carton avec des tampons tordus. Sur l'une des fiches, elle reconnut un style familier. Des mots secs sans adjectif, une ligne sur les insertions concernant la lectrice, et à côté, l'empreinte décolorée d'une ancienne adresse du service. En dessous,
Quelqu'un avait ajouté à la pâte fine que l'accès était temporaire, pour un seul pilote, et que la carte devait être conservée dans une boîte séparée. La laborantine dit qu'on avait déjà cherché cette boîte il y a 2 ans, lorsque les mêmes titres secs étaient apparus chez une employée du service d'exploitation, et qu'à l'époque, l'aide était venue de l'extérieur. Un technicien du support technique avait retiré la clé via le menu interne. Elle a hoché la tête, a pris une photo de la carte et a senti que le fil se tendait davantage vers la maison. L'adresse semblait être la moitié du chemin. La seconde moitié se cachait sûrement dans le sous-sol. Dans l'après-midi, elle a récupéré auprès du concierge une copie de l'ordre de désactivation des appels internes pendant la nuit. Le concierge a dit que le nœud se mettait déjà en veille aux heures souhaitées et que le journal de la nuit dernière était vide. Il a ajouté qu'il entendait quand même un léger tintement dans les lignes, comme si de vieux appareils étaient suspendus quelque part en dessous et qu'il valait la peine de faire appel à un technicien pour vérifier les armoires. Il ne parlait pas fort et n'était pas sûr de lui, mais son doute contenait un détail important. Les meubles n'aiment pas les systèmes résiduels. Elle est allée voir le technicien dans la cave. Le sous-sol sentait la peinture à l'huile et la poussière. Le technicien l'écouta calmement et lui dit qu'il y avait dans leur section une armoire fermée qui n'avait pas été ouverte depuis longtemps, car elle était répertoriée comme réserve pour les communications. Il lui proposa d'aller vérifier les numéros de série. En chemin, ils passèrent devant une lourde porte qui claquait au gré des courants d'air et un couloir étroit rempli de câbles. Là, la lumière s'éteignit un instant, comme dans un ascenseur la nuit. Elle nota pour elle-même la répétition du motif. L'obscurité aime les courtes inspirations. Le technicien ouvrit une armoire, puis une autre. Dans le troisième, ils trouvèrent un vieux bloc avec un refroidisseur fin et un autocollant pâle. Sur l'autocollant figuraient les lettres du service pédagogique, familières grâce aux fiches de la bibliothèque, et la date du pilote, écrite en toutes lettres. Une ampoule brillait faiblement à l'extrémité. Le technicien a déclaré que le bloc aurait dû être retiré depuis longtemps et qu'il était relié à un câble provenant de l'interphone et à une paire de câbles fins provenant du groupe ascenseur. Il a ajouté qu'il allait couper l'alimentation, mais qu'il fallait d'abord noter le numéro de série et contacter les responsables des archives. Il regardait le vieux ferraille sans crainte, comme un coin en désordre. Elle sortit un carnet et nota le numéro de série, mot pour mot, sans changer de ton. Elle fit ce qu'elle aurait fait avec un texte étranger. Elle vérifia le contexte. Elle sortit son téléphone, activa le mode hors réseau, mais laissa la réception locale activée pour voir s'il y avait une page de service ouverte. Une petite fenêtre apparut à l'écran avec un champ gris et le même titre en lettres sèches. La ligne supérieure indiquait « Lectrice à proximité immédiate ». Plus bas figurait l'indication « Événement, ascenseur, interphone, détecteur de lumière » et encore plus bas, de pâle, « Insertion sur la lectrice », marqué comme activé. Elle regarda l'appareil, montra l'écran ouvert et dit
qu'elle voyait la page du nœud local. Il déclara qu'il n'y avait plus aucun doute. Le bloc collectait les événements et les envoyait dans le monde. Et lorsqu'il était à proximité d'un téléphone, il effectuait un ping de vérification. Sa voix était sèche, mais honnête. Il a dit que selon les instructions, dans de tels cas, il fallait couper l'alimentation, retirer les câbles, remplir un rapport et envoyer le numéro de série aux archives. Elle a noté mentalement qu'il n'y aurait plus de mots vagues, mais des boulons et des signatures. Ils ont déconnecté le nœud conformément aux règles. Le technicien a coupé l'alimentation, retiré la paire de l'interphone et de l'ascenseur, mis les câbles de côté et recouvert le boîtier d'une boîte vide pour qu'il ne brille pas dans le noir. Il a dit qu'il enverrait une copie du rapport dans la soirée et que, dans l'idéal, quelqu'un avec un cachet devrait venir chercher l'appareil pour l'emmener à l'entrepôt. Il a ajouté qu'il n'aimait pas que des écouteurs non enregistrés soient installés dans la maison, même s'ils avaient autrefois servi à des fins pédagogiques. Elle a acquiescé calmement. Elle n'a pas ressenti de triomphe, mais simplement de la gratitude pour le fait que la maison murmure moins. Ils montèrent les escaliers en silence. À la porte du débarras, le coursier, avec sa ceinture en bandoulière, la rattrapa. Il dit avoir remarqué les affiches assignées d'hier dans le couloir, mais ne les avoir pas acceptées et les avoir rapportées, car une annonce de la gérante était désormais affichée. Il ajouta avoir vu sur les autocollants les anciens codes du service de composition, identiques à ceux figurant sur les brochures de la bibliothèque. Il a souri sans joie et a déclaré que parfois les farceurs reconnaissaient les leurs dans ces codes et continuaient le jeu. Il ne savait pas comment en faire une théorie, mais il savait faire un geste clair. Ne pas les apporter. Et ce geste a bloqué tout le scénario. Ce jour-là, la maison était particulièrement calme. Le ruban sur le téléphone n'essayait pas de s'interposer entre elle et les choses. Au lieu de titres secs sur ses démarches, il y avait les habituelles petites nouvelles de la ville. Mais vers le soir, l'écran a tout de même tremblé. Ce n'était pas le fil d'actualité, mais le système qui envoyait une notification laconique. La clé d'archivage a été supprimée. Les nœuds locaux ont été désactivés. Le numéro de série a été transféré à l'entrepôt. Elle a lu, posé son téléphone et décidé de tout mettre par écrit. Elle s'est assise à sa table et a rédigé 3 courtes demandes. À la direction, joindre au dossier une copie de l'acte et la fiche de la bibliothèque, au service d'assistance. Lui envoyer le rapport complet sur le retrait des liens. À la bibliothèque, accepter d'elle un ensemble de copies à classer dans le dossier du pilote. Les mots n'étaient pas inquiétants, mais techniques. La nuit, l'interphone restait silencieux. Dans l'ascenseur, la lampe brillait d'un éclat régulier. La caméra dôme ne clignotait pas, même dans l'obscurité. Elle dormait comme on dort après un long ménage. Son oreille captait encore un son lointain,
Mais son corps ne sursautait plus à chaque bruissement. Le matin, elle a ouvert la porte et a vu sur le paillasson une fine enveloppe blanche, sans adresse de retour. Son cœur s'est serré, mais sa main n'a pas tremblé. Elle a apporté l'enveloppe à la table, l'a posée à côté du dossier et l'a ouverte avec précaution. À l'intérieur se trouvait un papier avec une brève formulation officielle. Il était écrit « Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée ». Et plus bas, une ligne sèche indiquait que l'utilisation d'adresses réelles dans les canaux éducatifs constitue une violation du règlement. En bas, figurait le nom de famille aux mêmes racines que celles qui figuraient sur les reçus, les plans et les formulaires. Elle pensa que la justice ressemblait parfois à un document ennuyeux contenant des excuses et le mot « violation ». C'était mieux que des explications grandiloquentes. Le même jour, elle se rendit à la bibliothèque pour ses heures de bénévolat. La laborante l'accueillit chaleureusement et lui montra une étagère vide sur laquelle seraient bientôt rangés les classeurs. Elle lui dit qu'elle avait remonté une autre boîte du fond de la pièce, où ils avaient trouvé 2 feuilles avec des annotations du chef d'atelier. Il interdisait d'utiliser des insertions sur la lectrice dans les publications publiques et sur les adresses réelles. Les feuilles étaient vieilles, mais les signatures étaient lisibles. La laborantine a ajouté à voix basse que rares étaient ceux qui lisaient ces papiers jusqu'au bout et que c'était précisément la petite main de la bibliothèque qui rétablissait l'ordre lorsque les grands l'oubliaient. Elle a pris ces mots comme une petite médaille pour les invisibles. Le soir, elle sortit de son sac le carnet de notes de sa mère avec des exemples de titres. Elle s'était mise d'accord avec la laborantine pour que le cahier soit ajouté au fond, afin que personne n'écrive un jour des formules arides sur les écrans noirs des téléphones d'autrui. Elle comprit qu'elle avait bouclé la boucle, du ruban à la papier, du papier à la solution, de la solution à l'étagère. Il restait encore un fil inachevé. Cette formule sèche qui refaisait surface dans les moments critiques. Elle ne croyait pas que toute tentative du système de lui faire croire « elle est toujours là » disparaîtrait à jamais. Mais elle savait désormais quoi répondre. À la fin de la semaine, elle a reçu un gros fichier par courrier électronique de la part du support technique. Il y était indiqué ce qui avait été désactivé, pour quelle raison, à quelle heure et par qui. À la fin, il y avait une petite note. Ajoutez dans le manuel pour les nouveaux employés l'exemple de la maison où des mesures simples ont aidé. Blocage du journal interne, désactivation du nœud de secours, refus du coursier d'accepter les colis de nuit. Elle a souri, car elle savait que son inquiétude personnelle était devenue une instruction pour quelqu'un d'autre. C'est ce genre de clarté finale qui empêche les incidents de se reproduire dans l'immeuble. Cette nuit-là, alors que l'air était calme et que la ville bruissait tranquillement, le téléphone s'est tout de même réveillé une fois. Ce n'était ni un ruban, ni un service, mais une simple lettre provenant des archives. Elle contenait une copie numérisée
d'un ancien registre où figurait le nom du maître et sous celui-ci, une note. Si jamais une lectrice arrive à cet endroit, laissez-lui une feuille blanche sur l'étagère. Les mots étaient sans fioriture. Elle ferma la lettre et se dirigea vers l'étagère où se trouvaient des cahiers. Elle prit une feuille vierge, la plaça entre les coupures de presse de sa grand-mère et ses propres impressions, et écrivit brièvement « Ici », pas comme un défi, mais comme un point final. Mais la maison décida une fois de plus de tester son habitude de se réfugier dans un coin sombre. Au milieu de la nuit, quelqu'un marcha prudemment dans l'escalier. Le tapis devant la porte fut déplacé de la largeur d'un ongle. Le téléphone sur la table ne s'est pas allumé. Par le Judas, on pouvait voir le livreur porter une boîte vide et descendre sans regarder autour de lui. Il faisait son travail cette nuit-là aussi calmement qu'elle faisait le sien. C'était un voisinage harmonieux. Chacun était responsable de son petit coin. La peur s'en alla, là où reposent les clichés inutiles, et cessa de caler la porte de l'intérieur. Le matin, elle a trouvé près de l'ascenseur un petit bout de papier avec une note manuscrite. La note disait qu'un autre vieux bloc avait été retiré du sous-sol. L'appareil avait été retrouvé grâce à son numéro de série dans l'escalier voisin. Les deux avaient été envoyés à l'entrepôt. En dessous figurait la signature du concierge. Il signait rarement de son nom, mais ici, il avait jugé important de le faire. Elle ressentit de la gratitude envers les personnes qui menaient les choses à bien, non pas avec des mots, mais avec un simple geste de la main devant le numéro. Elle passa la journée à vaquer tranquillement à ses occupations. Elle apporta une autre pile d'imprimés à la bibliothèque, rédigea une petite note à l'attention des voisins pour leur signaler que les colis contre signature n'étaient désormais acceptés que pendant la journée et laissa une petite tablette de chocolat au concierge. Son cahier avec les 5 premiers points de ses observations était toujours posé sur la table. Elle y ajouta de nouvelles lignes. Déconnexion du nœud, acte, lettre d'excuse, feuille blanche dans l'album sur laquelle était écrit « Ici ». Lorsque le soleil se mit à descendre vers les toits, elle sentit qu'elle était prête pour la dernière étape. Ouvrir le ruban et ne pas s'y voir. Le soir, elle ouvrit l'application. En haut, le flux habituel défilait. La réparation de la route, l'exposition à la maison de la culture du quartier, les oiseaux de la ville. Plus bas, il n'y avait ni insertion sèche, ni ligne grise sur sa respiration. Et soudain, presque tout en bas, une modeste note sans mise en évidence. Il était écrit que la bibliothèque régionale recherchait une personne capable de ranger soigneusement les petites choses à leur place et d'aimer l'ordre dans les papiers. Elle sourit et comprit que sa journée suivante se passerait là, parmi les boîtes et les feuilles bruissantes. Cette fois-ci, le ruban ne lui proposait pas la peur, mais un travail. Et c'était juste. La nuit, la maison respira calmement. La caméra de surveillance ne clignotait pas dans l'obscurité.
L'ascenseur ne faisait pas de mouvement brusque. Le journal de l'interphone restait vide à l'heure prévue. Elle s'endormit sans tenir son téléphone dans la main, comme à son habitude. Et le matin, elle nota dans son cahier les 2 derniers mots avant la fin. Continuer à vivre. Et elle en ajouta un 3e. Ensemble. Non pas parce que l'horreur avait disparu, mais parce que l'horreur avait désormais un contrepoids. Les gens, les papiers et les actions simples qui maintiennent l'histoire dans les limites de l'humain. Le lendemain, elle a suivi sa liste et a quand même perçu de légers échos, comme si la maison et la ville conservaient encore leur inertie. Le matin, elle a envoyé à la bibliothèque une copie du fichier du service d'assistance, a récupéré auprès du concierge le document estampillé attestant du blocage nocturne des appels internes, a apporté une tablette de chocolat au technicien et a laissé 3 mots à la gardienne au sujet de la série télévisée Retirée. La journée s'est déroulée sans encombre jusqu'au soir, jusqu'à ce que l'écran du panneau d'affichage municipal à l'arrêt de bus près de chez elle se mette à clignoter. Pendant quelques secondes, il a affiché les prévisions météo habituelles et une annonce concernant des travaux routiers. Puis, sans logo, ni fioriture, un message laconique est apparu. La résidente lèvera la tête. Son regard, comme par malheur, s'est levé. Ce n'était pas le téléphone, ni l'interphone, ni la bibliothèque. C'était le matériel municipal qui avait ses propres règles. Elle a ressenti un léger froid, comme dans le sous-sol près du vieil armoire, et s'est souvenu des paroles du technicien à propos des nœuds résiduels. Si l'un était éteint, cela signifiait qu'il en restait un autre, quelque part, à proximité. Elle ne fit pas de scène. Elle nota l'heure affichée, le numéro de l'arrêt, la météo, l'odeur de plastique brûlé provenant du boîtier, semblable à celle d'un ascenseur. Elle rentra chez elle et sortit un dossier. À la fin de la lettre du service d'assistance, il y avait l'adresse professionnelle du centre qui s'occupait des écrans urbains. On y demandait de signaler les dysfonctionnements avec l'heure exacte de la photo. Sa discipline l'y avait conduite. Elle a joint 2 photos, l'une avec le bandeau habituel du tableau d'affichage, l'autre prise à la seconde, où le mot « habitante » avait disparu. Elle a indiqué l'heure exacte en toutes lettres. En haut, elle a brièvement expliqué que l'ancien centre de formation avait déjà été démoli dans leur immeuble et qu'un pilote de série avait été trouvé dans le sous-sol. Elle a envoyé la lettre sans espoir, comme on envoie un reçu. La nuit, la maison était calme. Le téléphone restait silencieux. Le ruban ne glissait pas avec la lectrice. Le lendemain, la réponse est arrivée du centre municipal et elle était humaine. Ils ont demandé de venir avec les papiers, car ils savent éteindre les écrans, mais n'aiment pas le faire, sur la foi de quelqu'un. Elle a mis dans son sac l'acte technique, l'impression de la correspondance avec le soutien, la carte du fonds avec la mention des adresses d'enseignement, et elle est partie. Le centre se trouvait dans un bâtiment ordinaire avec du linoléum et une odeur de toner.
À l'accueil, il y avait un jeune stagiaire, maigre, avec des yeux méfiants qui donnaient généralement envie de détourner le regard. Ses yeux étaient cette ressource cachée. Il voyait ce que les rapports ponctuels ne voyaient pas. Le stagiaire a ouvert sa lettre sur son écran, a vérifié la photo, a agrandi attentivement les timecodes et a dit que de leur côté, les écrans ne devaient pas lire de telles formules. Il a appelé l'ingénieur de corps qui a consulté les archives et trouvé l'ancien itinéraire d'insertion du pilote dans le groupe test du tableau d'affichage. À l'intérieur, il était indiqué qu'en l'absence de nouveaux événements pour retenir l'attention, il était possible d'utiliser de courts inserts neutres à propos de la lectrice. À côté se trouvaient les mêmes lettres que celles qui figuraient sur son cliché. Le stagiaire a fait une chose simple, pour laquelle les grands n'ont souvent pas le temps. Il a barré la référence à leur arrêt et a interdit toute la zone pour un ensemble de noms clés. Puis, sans attendre les ordres d'en haut, il a appuyé sur le bouton interne « Retirer l'émission pour vérification » et a noté le numéro de sa demande sur un bout de papier. Ce n'est pas un héros, ni un chef, juste un petit, mais avec le courage et l'habileté nécessaires pour regarder les lignes. Ils sont sortis tous les deux à son arrêt. Le tableau a clignoté, a affiché un écran gris vide, puis a affiché à nouveau le plan des itinéraires. Pas une seule insertion à son sujet. Pour s'en assurer, le stagiaire a appelé ses collègues du nœud voisin et leur a demandé de vider le cache de la couche supérieure pendant 1 minute. Il le fit sans théâtralité, mais méthodiquement, 3 points et un crayon dans les marges. Lorsque le tableau revint à la vie, il affichait les numéros habituels des bus, et ils se tenaient de là, comme 2 personnes ayant le même ennemi. Le travail inachevé d'autrui depuis de nombreuses années. À la maison, elle a ouvert le fil d'actualité de son téléphone et y a trouvé le bruit habituel. Aucune annonce concernant ses démarches, mais elle savait que l'inertie est plus forte que n'importe quelle décision. Les systèmes ont toujours écho, qui se propage à travers le nœud voisin, à travers la copie, à travers le « ça pourrait servir » de quelqu'un. Elle a donc poursuivi ses petites démarches. 1 fois par jour, elle jetait un œil au tableau d'affichage et prenait une capture d'écran avec ses yeux. 1 fois par jour, elle vérifiait le journal de l'interphone, où la nuit était vide. 1 fois par jour, elle se rendait à la bibliothèque, où la laborantine enseignait aux stagiaires l'étagère et laissait une autre copie des papiers. Sa vie se composait de ce qu'elle pouvait tenir dans ses mains. Et la peur, comme elle le pouvait, passait sur l'étagère du bas. Lorsque la date d'inspection fixée par la gérante est arrivée, elle a accueilli la commission calmement. Sur la table se trouvaient des actes, des lettres, une impression provenant du centre-ville. L'ingénieur du service d'assistance a joint son rapport. Le technicien a montré les numéros de série signés. Le concierge se tenait à la porte et tenait l'impression des nuits vides. Le coursier
a apporté le reçu de retour contre signature et a demandé s'il était possible d'apposer un grand panneau à l'entrée indiquant clairement que rien n'était accepté la nuit. Le gestionnaire a acquiescé. La commission ne regardait ni ses yeux ni son écran, mais le papier et le fer. Tout était sobre. Le propriétaire de l'appartement, qui avait jeté des regards méfiants le premier mois, gardait cette fois-ci un visage neutre. Il a lu à propos du blocage nocturne, à propos de la déconnexion du nœud de secours, à propos du retrait de la clé d'archive, puis il a fermé le dossier en déclarant calmement que les questions étaient retirées jusqu'à la saison suivante. Personne n'a applaudi. On a simplement coché la case dans le procès-verbal. Et cela dépassait toute issue imaginable. Elle est sortie sur le palier et, pour la première fois depuis longtemps, s'est attardée près de la fenêtre. Ses yeux ne cherchaient pas les ombres des autres. Sur le rebord de la fenêtre se trouvait un petit bout de papier avec un mot écrit au crayon. « Merci ». L'écriture n'était ni celle de l'assistante, ni celle de la directrice. Il semblait que ce soit un adolescent de leur immeuble qui les laissait. Celui qui faisait toujours de la trottinette et restait collé au tableau d'affichage. Récemment, il avait raconté au concierge qu'il avait compris le QR code dans le coin de l'écran et comment le pilote aspirait des données. Il ne savait pas rédiger de lettres officielles, mais il avait réussi à montrer à la stagiaire où apporter sa demande plus rapidement. Son histoire a une fois de plus confirmé une chose importante. Le héros sous-estimé est parfois celui qui sait voir une tâche superflue, là où les adultes ont depuis longtemps cessé de regarder. Elle est descendue au sous-sol et a remercié le technicien. Celui-ci était déjà en train de visser la porte d'une armoire vide, d'où le bloc avait été retiré. Il a dit que tous les câbles avaient été retirés et qu'il ne restait plus qu'un tas de câbles qui seraient emportés à l'entrepôt. Il la rejoignit jusqu'à l'ascenseur, redressa la feuille des règles de sécurité incendie qui avait légèrement glissé sur le mur et effleura doucement le bord de la feuille du bout du doigt, comme pour vérifier le niveau. Ce geste était la conclusion parfaite de son rôle. Rien de superflu, juste ce qu'il fallait pour que la maison respire honnêtement. Le soir, à la bibliothèque, la laborantine lui remit une petite enveloppe grise. À l'intérieur se trouvait une note décolorée datant de l'époque où sa mère apprenait à rédiger de courts titres. En bas figurait le nom du maître d'atelier et une note soignée qui la rendit à la fois triste et réconfortée. Sans émotion, cela ne signifie pas sans personne. Cette phrase était plus juste que n'importe quelle morale. Elle a placé la note dans son album, entre les coupures de presse de sa grand-mère et les impressions actuelles. Entre les générations, il y avait une couture régulière. Les uns écrivaient ce qu'il fallait, les autres effaçaient ce qu'il ne fallait pas. Les troisièmes cousaient là où il fallait. Le dernier écho est venu doucement. Sur le tableau d'affichage municipal, la nuit, après toutes les coupures, le mot « lectrice »
est apparu dans le cadre d'un long résumé d'une affiche culturelle, mais pas à propos d'elle, plutôt à propos d'une rubrique générale. Cela ne l'a pas touchée. Elle a souri presque amicalement. Maintenant, ce mot était revenu à sa place, sur le papier, sous la vitrine, dans la liste des événements. Pas dans sa paume, pas sous sa ouate, pas dans le murmure étroit et subtil de la nuit. De retour à l'appartement, elle a retiré le point noir de la caméra. Le téléphone était posé tranquillement, comme un objet. Sur la table, dans le cahier, sur la première page, se trouvaient toujours ces 5 indices initiaux. La caméra, la clé, la fumée, l'appel interne, l'auto-activation. Plus bas, il y en avait de nouvelles. L'acte du sous-sol, la coupure du nœud, l'interdiction de la bande nocturne, le travail du stagiaire, le refus du coursier, la déclaration du gérant, la feuille blanche, ici, dans l'album. Cette séquence semblait aride, mais c'était précisément elle qui constituait la catharsis. Non pas une arrivée venue de nulle part, mais les décisions de personnes qui avaient progressivement éliminé ce qui les empêchait de dormir. Elle a choisi pour elle-même une conclusion simple. Elle a posé la tasse sur le rond et, cette fois, elle n'a pas écouté le sifflement de la bouilloire. Elle a appelé sa mère et lui a dit qu'elle avait besoin d'aide à la bibliothèque pendant le week-end. Sa mère répondit brièvement qu'elle viendrait et mit de côté son vieux cahier de cours pour ne pas le perdre. À cette heure-là, le coursier montait un escalier avec une boîte remplie de papier doux. Le concierge signait dans le journal une nuit vide. Le stagiaire cochait des cases et rédigeait une petite analyse de leur cas pour le manuel. Le technicien terminait l'acte de radiation et attendait la voiture de l'entrepôt. Le directeur envoyait une copie de l'ordre au propriétaire afin qu'il n'ait pas d'inquiétudes inutiles. Chacun à son poste a fait tout ce que ses compétences et ses pouvoirs lui permettaient. C'est ainsi que, pour la première fois depuis longtemps, un grand « nous » silencieux est apparu dans sa vie. Avant de se coucher, elle ouvrit le fil d'actualité une dernière fois, sans la prudence habituelle. En haut, il y avait une série de nouvelles banales. Plus bas, une brève note neutre indiquait que une exposition sur le travail invisible des gens avait été inaugurée à la bibliothèque municipale, accompagnée d'une photo d'une étagère remplie de classeurs. Sur la photo, on pouvait voir le bord d'une feuille vierge dans son album. Elle tourna la page et ferma l'application. Son histoire n'était plus une nouvelle, même pour elle. Elle attendit simplement le moment où l'horreur redevint un objet et cessa de la regarder. La nuit, l'ascenseur passa devant son étage sans émettre le moindre bruit. La caméra près de l'ascenseur ne cligna pas des yeux dans l'obscurité. L'interphone dormait pendant les 2 heures prévues. Le tableau d'affichage à l'arrêt de bus indiquait l'heure d'arrivée du prochain bus et affichait des informations utiles pour les autres. La maison respirait comme une maison. L'écran était silencieux, comme un appareil. Le matin, elle nota le dernier mot dans son cahier et n'ouvrit plus la section contenant les preuves. Elle rangea son cahier avec ses albums
prit un sac en toile et se rendit à la bibliothèque. Son chemin vers la justice ne fut pas le fruit d'un miracle ou d'un cri, mais d'une série de petites décisions et d'aides extérieures. Et c'était là un bonheur simple et humain. Vivre, ne pas être une héroïne, et savoir que si quelque chose recommençait à murmurer depuis le rectangle noir, elle avait un plan, des gens et une table, sur laquelle se trouvait toujours une feuille blanche.